quand Bonnie elle a reçu son fruit, déjà elle l'a reçu de manière bizarre. C'est-à-dire que elle l'avait pas, et bam, d'un coup elle l'a. Et ça, c'était hyper bizarre, parce qu'elle était confinée, donc c'est sûr que la volonté du fruit a permis à Bonnie de pouvoir le manger. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Toshitoshinomi, c'est un fruit qui existe. C'est ça qu'il faut se dire. On a enfin la réponse. Le Toshitoshinomi, c'est un fruit qui existe. Et la personne qui a lu dans le bouquin, en fait, elle s'est juste trompée de fruit. Peut-être que le vrai fruit de Bonnie, il n'y était pas dans le bouquin. Elle s'est juste trompée de fruit. Ça veut dire qu'elle a vu le fruit et elle s'est dit, ok, modifie l'âge de l'utilisateur. Donc, ils se sont tous dit, ok, bah c'est ça. Eh ben, De ce qui semble être Stussy. Je cite, les gens refuseront peut-être de l'admettre, mais cette fille est indéniablement humaine. Je lui ai donné la vie, mon expérience est un succès, j'ai la conviction que cela constitue un grand pas vers la paix dans le monde. Dr Vegapunk, directeur du MADS, laboratoire pour la paix. Que Vegapunk contredise aujourd'hui Stussy, lui disant qu'elle est véritablement humaine, ne fait alors aucun doute sur le fait que cette lettre l'a concernée. Ce qui rend les deux chapitres encore plus beaux et symboliques, puisqu'à l'époque de la création de Stussy, Vegapunk ne souhaitait œuvrer que pour la paix, au point que ce mot soit mentionné pas moins de 2 fois dans la lettre qu'il a écrit. Mais surtout car le succès du clonage de Stussy a permis le succès du clonage de Kuma et la création du projet pacifista, les guerriers de la paix. Vous voyez où je veux en venir? Stussy est bel et bien une expérience ayant apporté du positif au monde, c'est grâce à sa réussite que les pacifistas ont pu voir le jour et être considérés comme les gardiens de la paix, les guerriers du futur ultime désirés par Vegapunk et qui changeront incontestablement le monde à venir. Pour en revenir à Vegapunk, en plus de s'être séparé de son crâne signifiant donc le début du projet consistant à se diviser en 6 autres Vegapunk, il explique à Kuma ce que je vous disais plus tôt, il fera tout pour garder la conscience de Kuma jusqu'à la dernière minute avant la chirurgie qui prend fin dans 1 an. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais Vegapunk vient en fait de dire à son ami qu'il essaiera de le garder en vie le plus longtemps possible avant de le faire mourir contre sa propre volonté. C'est terrible. La scène finale qui clôturera donc son flashback par la même occasion va être absolument dévastatrice pour nous. Pourtant, j'ai la sensation que Kuma lui le vivra bien, puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière review, il semble perdre ses émotions petit à petit. Ce qui expliquerait pourquoi quand on l'a vu pour la première fois sur Thriller Bark ou même Sabaody, il est beaucoup plus glacial et inexpressif qu'il ne l'est actuellement dans son flashback. Puis même euh, ça, je pense franchement, je pense carrément que c'est possible, tu vois. Là, je sais pas si je vais avoir raison ou tort. Enfin, de toute façon, je m'en fous un peu d'avoir raison ou tort, mais juste, je suis pas trop d'accord dans un sens. C'est que si il avait plus sa conscience, il aurait pour moi pas sauvé les Mugiwara. Quel était l'intérêt de sauver? En fait, s'il apparaît glacial, pour moi, c'est vraiment un intérêt scénaristique. On avait besoin, en tout cas Oda avait besoin de nous faire croire que c'était un grand corsaire méchant, entre guillemets, tu vois. Et du coup, il a tout fait pour le montrer en tant que méchant. Mais c'est pour ça que je pense qu'il a des lunettes et tout, parce que justement, ça cache toutes les émotions qu'il aurait pu dégager. Et si on le regarde bien, il agit souvent comme ça depuis le début. C'est juste que là, on connaît son passé, donc on comprend comment il est. Sauf que si tu prends juste les cases où il discute par exemple avec Dragon, c'est quand même, même quand tu parles de Dragon, du fils de Dragon, tu vois, donc de Luffy, quand tu parles de, Kuma parle de ça à Dragon, je trouve, tu vois, qu'il est hyper froid, tu vois, il a toujours été comme ça pour moi, c'est juste que vu que maintenant on connaît son passé, on le trouve beaucoup moins glacial et tout. Après, il va pas faire le grand ami alors qu'il te connaît pas, tu vois ce que je veux dire. Et aussi le côté intérêt scénaristique, comme je l'ai dit, on avait besoin d'avoir un pseudo-ennemi face à Luffy pour tenir en haleine les lecteurs. Et d'ailleurs, tout le monde, je pense que avant les 2 ans, avant l'ellipse, tout le monde pensait que Kuma était quand même du côté des méchants, entre guillemets. Après, peut-être avant Amazon Lily, en tout cas, à Shabanji, tout le monde pensait que Kuma était méchant. Donc, à Thriller Bag et Shabanji, tout le monde considérait Kuma comme quelqu'un de méchant et personne ne l'aimait réellement. Et aujourd'hui, on est tous, c'est tout le contraire, tu vois. Quand par exemple, je parle à mes potes et tout, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, Kuma, en vrai, j'ai jamais cramé tout ça, je savais pas qu'il était gentil et tout, tu vois, parce que voilà. Et son apparition dans le manga était pas suffisamment impactante pour que tu t'en souviennes, tu vois, il y a des tonnes de personnages, il y a des tonnes de trucs et tout, tu vois. Donc forcément, tu oublies tout ce qui s'est passé à Charbonnier, pas nous, parce que nous, on est trop à cheval sur le manga, mais ouais, mes potes qui le disent comme ça, tu vois, ils vont pas calculer ça. Et là, ils m'en ont reparlé, et ils m'ont clairement dit que ce flashback-là, c'était le meilleur flashback de tout One Piece, tu vois. Et après, j'ai réfléchi,
Et je lui dis, mais wesh, ils sont dans l'abus là, comment ça? Parce qu'ils m'ont dit, ouais, même Oden, même Corazon et tout, ce flashback est mieux. Et quand on réfléchit bien, c'est vrai qu'on a quand même un flashback colossal, hein. Faudra prendre du recul une fois qu'il sera terminé, qu'on aura toutes les informations. Mais quand on voit par exemple le flashback d'Oden où il y avait Roger et Barbe Blanche, là on a Roger, on a Barbe Blanche, mais on a aussi les Rox, on a les révolutionnaires, on a le domaine scientifique avec Vegapunk, le Gorosei, etc. Donc on a vraiment, même dans le flashback, on a une vision du monde et une réaction au niveau mondial par rapport au Shichibukai. Et je trouve ça légendaire. Là, je pense que Oda n'avait jamais fait ça, tu vois. Il n'avait vraiment jamais fait ça. Et c'est pas pour me déplaire, tu vois. Au contraire, il a changé ça. Et avant, on était vraiment centré sur un personnage sans trop regarder le monde entier. Et c'est que après que dans l'arc Egghead, donc avec le flashback de Kuma, qu'on commence à carrément élargir les époques, tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Par exemple, si One Piece, ça se passait à l'époque de Kuma, on pourrait être tenu en haleine très longtemps, parce que justement, le flashback est vraiment légendaire. Donc, est-ce que c'est le meilleur flashback de One Piece? Donc, dites-moi les gars, mais en vrai, pour moi, malheureusement, je suis obligé de dire oui parce que les... il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses. Il y a eu beaucoup trop de choses. Je m'attendais pas à ça. Et en plus, il nous a régalé parce que l'arc Egghead, pour moi, c'est le meilleur arc. C'est mon arc préféré pour l'instant. Pour l'instant. Parce que déjà, le domaine scientifique, le domaine futuriste, tout ça, j'adore. J'adore vraiment les révélations par rapport au siècle oublié, par rapport au pouvoir des fruits du démon, j'adore. L'apparition de Saturne, j'ai trop kiffé. Pareil pour le flashback de Kuma qui raconte tout ce qui se passe chez les Rocks. Franchement, Wano c'était légendaire. Mais là, franchement, il tape très très haut Oda, tu vois. Franchement, si Kaido il était à Egghead, ça aurait été le meilleur arc pour toute ma vie, je crois que j'aurais jamais eu, tu vois. Donc voilà, on continue. On va voir ce que je vous disais plus tôt, la demande de Kuma à Vegapunk de protéger le Sunny. On va découvrir la réaction du scientifique qui dira sûrement que c'est trop risqué et que le gouvernement ne laissera pas passer. Ça va être un moment très important pour One Piece, donc ne ratez pas le prochain chapitre. Car ça sera aussi le moment pour nous de voir l'ultime sacrifice de Kuma qui retirera ses souvenirs, les transformant en une sphère énorme qui restera gardée et protégée par Vegapunk jusqu'au chapitre 1072. Bon, ce chapitre est assez léger à faire en review, très clairement si on le compare à celui de Saturne qui révèle ses pouvoirs ou celui de God Valley, c'est vraiment de l'eau. Mais c'est normal, il y a toujours quelque chose à analyser dans One Piece, certains chapitres se prêtent simplement à plus de travail de décryptage que d'autres. Ce chapitre fait partie des plus simples, pourtant Bonnie nous a tapé une action incompréhensible qui va demander pas mal de réflexion. En effet, c'est son fruit du démon qui va nous intéresser. Durant sa convalescence sur Sorbet et la surveillance extrême dont elle était victime du gouvernement mondial, la reine Connie a eu la grande sagesse de lui conseiller de ne pas dévoiler les pouvoirs de son fruit du démon, chose qui lui sera très utile puisque après avoir passé un an sans aucune nouvelle de son père, elle décide de prendre la mer, elle est enfin guérie et peut vivre une vie libre ou presque. Problème, Alpha ne la laissera pas partir avant ses 10 ans. Solution, Bonnie va utiliser le fruit du démon qu'elle a caché pour s'enfuir. Après que les habitants de Sorbet aient eu vent de l'appartenance au gouvernement mondial de toute l'équipe médicale censée la soigner, ils planifièrent sa fuite. C'est ainsi que Jojo, Potato et Totsu, les trois principaux membres de l'équipage de Bonnie, visibles avec elle sur Sabaody, transformèrent en bateau de pêche un navire pirate aux allures de pizza, le plat préféré de la princesse de Sorbet. Si on ne peut contester la beauté d'un tel geste, que ce soit pour Bonnie ou Kuma, il faudra ruser et utiliser l'atout gardé secret du Toshitoshinomi, le fruit de l'âge de Bonnie. Pas de problème, il suffira de prendre l'apparence de Connie qu'elle aura entraîné à plusieurs reprises dans le chapitre 1099 pour déjouer l'attention du Cypher Paul. Malheureusement que pour une courte durée, Alpha réalise que sa proie vient de s'échapper du piège qu'elle a tissé. Bonnie se retrouve alors seule face à un agent du gouvernement avec un équipage très peu compétent en combat, soyons honnêtes, et doit alors agir pour sa vie. Elle se met alors à se souvenir des paroles de son père concernant Nika. À quoi ressemble-t-il? Personne n'en est sûr, mais il semblerait que son corps ait les propriétés du caoutchouc, lui permettant de combattre selon sa volonté. Alors Bonnie utilisera pour la première fois cette technique future distordue pour ressembler à Nika et asséner un gigantesque coup de poing à Alpha qui marquera le début de sa liberté, introduisant également la grande question que tout le monde s'est posée: comment est-ce possible? Ok, donc vous l'aurez bien compris, le sujet final de cette vidéo sera celui-ci. Le fruit de l'âge de Bonnie lui a permis une prouesse absolument exceptionnelle qu'il ne devrait logiquement pas lui permettre. Donc,
Discutons vite fait. On a déjà tout dit. Franchement, on a déjà tout dit. Le potentiel fruit Zoan mythique, donc on en a parlé. Donc j'espère qu'il va parler de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, je récapitule nous juste nos théories. On va voir après, on comparera. Donc premièrement, son pouvoir, donc c'est en fait, elle est capable de créer un futur alternatif et de transformer les gens dans ce futur-là, quoi. Je sais pas, tu vois, un futur qui va pas arriver, mais qui pourrait arriver. Donc, vu qu'on sait qu'il y a une infinité de possibilités, elle a les mêmes capacités pour moi que Nika. Elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre de penser et imaginer tout ce qu'elle veut. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que clairement, après, je sais pas si elle est capable de faire ça, mais aussi de. Parce que du coup, il y avait une autre théorie qui disait qu'elle était capable peut-être de toucher les objets inanimés et de les rendre plus vieux ou plus jeunes, tu vois, enfin, de les rajeunir ou de les vieillir. Donc, est-ce que ça aussi, elle est capable de le faire? Je sais pas. Là, les pouvoirs de son fruit du démon, je trouve qu'ils sont colossaux. Et aussi, elle a battu un agent du CP8 alors qu'elle a 9 piges. C'est colossal. Donc, regardons ensemble, mais c'est ouf. Franchement, je suis choqué. Vous êtes demandé comment et pourquoi Oda a-t-il fait ça? Bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est pareil. Quand bien même ça représente ce que je considère un assez grand mystère, nous allons tenter de trouver la réponse aujourd'hui, alors pas de panique. Commençons déjà, et je pense que c'est assez important de faire un point sur ce qu'on sait du fruit de Boni et comment on l'utilise. Alors pour rappel, Oda a dévoilé dans le SBS du tome 107 le véritable nom du fruit de Boni qui est le Toshitoshinomi, le fruit de l'âge. Ça, c'est hyper important, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, même quelques mois, je vous avais dit, c'est pas normal qu'Oda donne le fruit du démon de Bonnie dans un SBS. Je vous ai dit, c'est pas normal. Il avait tellement de possibilités d'introduire le nom de son fruit du démon. Pourtant, il l'a introduit là, dans un SBS comme ça, au hasard. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il avait prémédité tout ça et qu'il savait très bien où il allait. En fait, par exemple, quand Bonnie est arrivé à Egghead et qu'elle était dans la bulle d'eau, qu'elle a rencontré Luffy, tout ça, on a vu Bonnie, Jewelry Bonnie, et habituellement, par exemple, ils disent ouais, je sais pas moi, Bonnie, utilisatrice du Toshitoshinomi, capable de... Tu vois, une petite case avec toutes les informations. Et là, il l'a pas fait. Ensuite, il avait d'autres moments pour l'introduire, genre par exemple avant ou même après, et au final, il l'a pas fait. Par exemple, la première fois qu'elle met une patate, il aurait pu dire Bonnie utilise le Toshitoshinomi et ça lui permet de machin, tu vois, et il l'a pas fait encore. Et par contre, dans SBS, il s'est dit, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais caler cette petite information et je vais dire que c'est le Toshitoshinomi, donc le fruit de l'âge. Et pour moi, ça c'est bizarre. J'ai l'impression que ce fruit, c'est un peu comme le fruit, tu vois. C'est comme le Gomu Gomu. On n'a pas de trace de preuve qu'il existe, pourtant tout le monde l'appelle comme ça. Donc on verra. On aurait pu découvrir sa première utilisation de ses pouvoirs au chapitre 1099 où ce fruit du démon est nommé par un citoyen de Sorbet lisant la fameuse encyclopédie des fruits du démon, signifiant donc que ce fruit a déjà été consommé par quelqu'un par le passé. Du côté de Bonnie, nous avons affaire à une véritable experte dans la maîtrise de ses pouvoirs, alors qu'elle l'a mangé aux alentours de ses 8 ans, il ne lui aura fallu que très peu d'années pour le contrôler quasiment. Ça c'est ouf, et regardez, c'est bon, je viens de comprendre à l'instant, c'est vrai. Quand Bonnie elle a reçu son fruit, déjà elle l'a reçu de manière bizarre, c'est-à-dire que elle l'avait pas, et bam, d'un coup, elle l'a. Et ça, c'était hyper bizarre, parce qu'elle était confinée, donc c'est sûr que la volonté du fruit a permis à Bonnie de pouvoir le manger. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Toshitoshinomi, c'est un fruit qui existe. C'est ça qu'il faut se dire. On a enfin la réponse. Le Toshitoshinomi, c'est un fruit qui existe. Et la personne qui a lu dans le bouquin, en fait, elle s'est juste trompée de fruit. Peut-être que le vrai fruit de Bonnie, il n'y était pas dans le bouquin. Elle s'est juste trompée de fruit. Ça veut dire qu'elle a vu le fruit et elle s'est dit, ok, modifie l'âge de l'utilisateur. Donc, ils se sont tous dit, ok, bah c'est ça. Elle grandit et tout, alors que c'est pas ça. En fait, le mec qui lui a dit que c'était le Toshitoshinomi s'est trompé. Et c'est ça le délire, c'est qu'en fait, elle n'a pas le Toshitoshinomi. Quelqu'un dans l'œuvre a le Toshitoshinomi et c'est pas elle. Et ça, je trouve ça ouf de la part d'Oda de l'avoir introduit de cette manière-là. D'ailleurs, il y a une famille de fruits du démon en rapport avec le temps. Donc on a le fruit de
le Tokitoki-no-Mi, je crois, c'est le fruit de Otoki, non? Je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça, mais de la femme d'Oden, de la mère de Momonosuke. Donc il y a elle, il y a aussi le fruit, donc le Toshitoshi-no-Mi, et le fruit de Boni. Donc ça fait trois fruits. Donc ça confirme la thèse, comme je vous l'avais raconté, qu'il y a des familles de fruits du démon. Des fruits de type incendié, tu vois, j'ai envie de dire par exemple le magma, peut-être la lave, peut-être les fruits de l'explosion, le Merameranomi, tu vois, et d'autres fruits, tu vois, et genre par exemple là c'est le Toshitoni, tout ce qui est temporel, après t'as la glace qui doit aller avec, je sais pas moi, le pouvoir de faire tomber la pluie, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, de contrôler l'eau de manière partielle. Par exemple, l'eau, moi je pense que c'est possible de la contrôler, mais pas l'eau de mer, tu vois. Il faudrait voir si c'est possible, mais je pense qu'il pourrait y avoir un fruit de l'eau, mais il pourrait pas être trop cheaté, tu vois, vous avez capté pourquoi. Et il doit être réservé à quelqu'un de très très puissant. Donc voilà. Ensuite, tu as les autres, t'as plein d'autres de familles de fruits du démon comme les canidés. Tu auras le chien, le loup, tu auras plein de trucs. Tu auras le félin, tu auras le guépard, le léopard, tu auras même le tigre à dents de sabre, tu auras plein de trucs. Donc les familles de fruits, les gars, oubliez pas, c'est très réel et au final, c'est confirmé. Complètement poussant.